Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, Yves Montand qui célèbre le chant des partisans, la résistance et la dernière grande page héroïque. Oui. Auditeur, que ce chant des partisans a été écrit à Londres pendant l'occupation par Joseph Kessel et Maurice Druon. Exactement. Et on rappelle que la résistance, eh bien, c'est la dernière grande page héroïque de notre histoire. Fabrice Grenard, bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous publiez chez Plomb un livre remarquable que j'ai beaucoup apprécié à la lecture. Jean Moulin, le héros oublié. Vous lui rendez hommage à ce très grand résistant. Mais en quoi a-t-il été oublié? Parce qu'il est quand même célébré. Enfin, on dit, par certains, dirais-je. Oui, la formule peut surprendre. Effectivement, tout le monde connaît le nom de Jean Moulin. Tout le monde sait que Jean Moulin a été un résistant. Jean Moulin a donné son nom à de très nombreux établissements scolaires, de nombreuses rues dans toutes les villes de France. Mais pourtant, il me semble oublié parce que très peu de gens savent ce qu'il a fait exactement, en réalité, dans la résistance. Et d'ailleurs, lorsque l'on pense à Jean Moulin, très vite, les images qui nous viennent à l'esprit, on l'a entendu tout à l'heure, c'est le transfert des cendres au Panthéon en 1964, c'est le discours d'André Malraux, mais quelque part, c'est le Jean Moulin post-mortem. Et le Jean Moulin de son vivant est beaucoup moins connu et très peu de gens savent en fait ce qu'il a réellement fait dans la résistance. Il a vraiment été une pièce essentielle puisqu'il a été le trait d'union, la passerelle entre deux résistances. La résistance extérieure qui s'était développée à Londres avec le général de Gaulle et la résistance intérieure. Et c'est lui qui va permettre que ces deux résistances, à un moment donné, elles se rencontrent et elles n'évoluent pas. C'est vraiment lui qui a fait cette jonction, je dirais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, puisqu'on en reparlera, mais c'est lui qui va à Londres le premier pour dire au général de Gaulle: mon général, il existe en France des mouvements de résistance. De Gaulle les connaissait pas ou peu, et vous devez travailler avec eux. Voilà. Eh oui, effectivement, on va revenir effectivement sur cela parce qu'effectivement, on peut dire qu'il a remis en selle de Gaulle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a été mis de côté? De quoi il a pâti après la guerre? Expliquez-nous. Alors, après la guerre, d'abord, il pâtit d'un contexte particulier qui est celui de la 4e République et du retour des partis traditionnels, des partis de la 3e République et aussi de la démission du général de Gaulle. Le général de Gaulle démissionne en 1946, quitte le pouvoir et il connaît ce qu'on appelle sa traversée du désert jusqu'en 1958. Et Jean Moulin, qui était considéré un peu comme l'homme du général de Gaulle, il avait été son délégué, mais finalement sa mémoire connaît aussi une forme de traversée du désert. Purgatoire, je dirais. Voilà. Et les grands partis traditionnels de la 4e République, la SFIO, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical, vont davantage valoriser leurs propres héros. Voilà. Pierre Brossolette, par exemple, Jean Cavaillès pour les socialistes, vous voyez, Daniel Casanova, Guy Môquet, pour les communistes. Pulitzer pour les communistes. Voilà. Et Jean Moulin, lui, passe un petit peu à côté. Et oui, parce qu'il n'appartenait à aucune formation politique, il faut le rappeler. Non, il avait été haut fonctionnaire, il avait été préfet, donc comme tout haut fonctionnaire, normalement, il y a une forme de neutralité à l'égard du politique, même s'il était quand même très proche du Parti radical et d'une des figures de ce Parti radical, Pierre Cotte, dont il a été à plusieurs reprises membre de son cabinet. Alors justement, il n'était pas au Parti radical, enfin où il non. Il n'était pas militant, il n'a jamais adhéré à un parti politique, mais voilà, il était proche de la mouvance radicale. Le père de Jean Moulin était une figure locale dans l'Hérault du Parti radical, voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Pierre Cotte a exercé des fonctions ministérielles, il a toujours fait appel à Jean Moulin pour travailler à ses côtés dans son cabinet, donc là sur des fonctions quand même un peu plus politiques. Et oui, parce qu'il a appartenu à plusieurs cabinets ministériels, Jean Moulin. Ceux de Pierre Cotte. Pas d'autres? Non, à chaque fois de Pierre Cotte. Jean Moulin a rencontré Pierre Cotte lorsqu'il est devenu sous-préfet d'Albertville en 1925, très jeune, à 26 ans, le plus jeune sous-préfet de l'époque, tout à fait. Et Pierre Cotte était la figure locale du Parti radical, il était l'élu de l'arrondissement. Et voilà, et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux hommes qui partageaient les mêmes idées, mais aussi les mêmes passions. Ils faisaient du ski ensemble, par exemple. Et juste un mot, dit Fabrice Grenard, c'était pas un rebelle à l'époque, il était... c'est tout le contraire d'un rebelle, puisque c'est un serviteur de l'État. Donc c'est quelqu'un qui, sous-préfet
en 1925 à Albertville. Il va occuper plusieurs postes de sous-préfet. Et puis ensuite, il deviendra, à partir de 1937, préfet. Les préfets ne sont pas des rebelles. Plus jeune préfet d'Eure-et-Loir, effectivement. Exactement. Ouais. Et en 1936, un an avant, il faut dire qu'il a joué un rôle très important dans la guerre d'Espagne. Racontez-nous quelle est cette mission secrète qui lui a été confiée. Oui, ça c'est vraiment important pour la suite. Et c'est l'une des pages les plus méconnues de l'histoire de Jean Moulin. C'est même un paradoxe, puisque on disait, voilà un haut fonctionnaire, normalement c'est pas un rebelle, et pourtant qui, dans le cadre de fonctions au sein du cabinet du ministre Pierre Cot, va se livrer à une action clandestine. Alors on est en 1936, c'est le gouvernement du Front populaire en France, Léon Blum, Pierre Cot est ministre de l'Air, et en Espagne éclate la guerre civile entre les partisans de la République espagnole et Franco, le général Franco. Voilà. Ouais. Et le gouvernement de Léon Blum, pour en gros s'aligner un petit peu sur la Grande-Bretagne, adopte une politique dite de non-intervention, de neutralité, voilà, et refuse du coup officiellement de livrer des armes au camp des républicains espagnols. Un des grands étonnements de notre histoire, il faut le rappeler quand même. Parce que, mais c'est là que, malgré tout, Pierre Cot et un certain nombre de gens de l'entourage de Léon Blum vont développer une aide clandestine, malgré tout, à l'égard des républicains espagnols, un petit peu d'ailleurs encouragé par l'écrivain André Malraux, qui s'est rendu en Espagne, voilà, qui a pu établir un petit peu la situation et qui est revenu très alarmiste en fait. Il explique à Pierre Cot que les républicains espagnols ont un gros problème, ils n'ont pas d'aviation. Là où Franco, lui, bénéficie d'une aide de l'Italie fasciste, la Légion Condor allemande, etc. Et donc Pierre Cot, qui ne peut pas le faire officiellement, il est ministre, mais il va demander à son chef de cabinet, Jean Moulin, de développer des filières clandestines pour faire passer des avions et des pilotes en faveur des républicains espagnols. Et c'est Jean Moulin qui organise ça. Exactement. Il organise ça. Il y a un petit comité secret qui se met en place avec Gaston Cusin, Vincent Auriol, Jules Mock, mais c'est véritablement Jean Moulin qui est à la manœuvre. Et alors, en fait, c'est très peu page. Connu, voilà, c'est une page d'histoire oubliée, mais elle est essentielle pour la suite. Parce qu'on le sait, les républicains. Enfin, d'abord parce qu'ils acquièrent déjà là une petite pratique de la clandestinité. Oui, c'est-à-dire quelle leçon il va en tirer Alors, d'abord, une petite pratique de la clandestinité, ce sera utile dans la résistance. Et puis surtout, on le sait, les républicains espagnols vont perdre cette guerre civile face aux troupes du général Franco. Oui. Et donc, Jean Moulin, qui était un acteur indirect finalement de ce conflit, il va en retenir deux leçons. Pour lui, les républicains espagnols ont perdu parce qu'ils étaient trop divisés idéologiquement entre communistes, socialistes, syndicalistes, voilà, exactement. Ouais, absolument. Trop divisés et pas assez unis. Voilà, première raison de leur échec. Et deuxième raison, eh bien, ils n'ont pas eu assez d'aide de l'extérieur, notamment des grandes puissances. Et on voit bien là qu'il y a un fil directeur qui va guider toute son action plus tard dans la résistance, puisque le grand combat de Jean Moulin, ça a été d'unir la résistance. Donc éviter les divisions, comme l'avaient connu les républicains espagnols, et de tout faire en sorte pour que cette résistance soit reconnue des alliés et puisse bénéficier du coup d'une aide alliée indispensable pour avoir de l'argent, des armes, etc. Ah oui. Et vous racontez qu'effectivement cette action clandestine a déclenché une campagne quand même haineuse à l'égard de Pierre Cot. Alors le nom de Jean Moulin n'est quasiment jamais cité parce que voilà, c'est un peu l'homme de l'ombre, mais chef de cab, effectivement la droite anticommuniste fait un petit peu de Pierre Cot sa tête de Turc. Il est très vilipendé, on l'accuse de pas respecter la ligne officielle du gouvernement Blum, on l'accuse d'être un ami des rouges, des communistes, et tout ça pèsera aussi lourd pour la suite, puisque Pierre Cot, après 1940, sera l'un des accusés du procès de Riom, ce procès de Vichy, organisé par le régime de Vichy, pour juger certains anciens responsables de la Troisième République qui auraient eu, bien sûr c'était faux, mais qui auraient eu une forme de responsabilité dans la défaite. Eh oui. Alors au début de l'occupation, Jean Moulin fait le choix de rester à Chartres, où il était donc préfet depuis février 39 de mémoire. Il a vécu des moments tragiques, notamment c'était le 17 juin 1940. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé avec les Tout à fait. Allemands. Alors, d'abord, en tant que préfet à Chartres, il va assister à l'effondrement de la France. Voilà, dans le contexte des journées de mai-juin 1940, puisqu'il y a la défaite militaire, mais vous avez aussi ce grand chaos qui se développe partout dans le pays avec l'exode. Il a quel âge à ce moment-là? 40 Il a 37 Il a 40 ans. 40 ans, c'est ça, oui. L'exode, donc des millions de gens qui partent sur les routes pour fuir l'avancée
allemande. Et Jean Moulin, qui est à son poste préfet de Chartres, qu'est-ce qui se passe? Chartres se vide de ses habitants, de ses forces vives, tout le monde part. Donc il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de pompiers, vous voyez, il n'y a plus de fonctionnaires. Et en même temps, vous avez tous les réfugiés qui arrivent depuis le nord, depuis la région parisienne, pour fuir vers le sud. Et là, le préfet Moulin, il doit faire feu de tout bois, il faut accueillir les réfugiés, leur trouver du ravitaillement, un hébergement, soigner les blessés, les malades, etc. C'est très très compliqué. Donc là, déjà, il remplit un rôle important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Chartres, il reste une figure locale très forte. Et puis, effectivement, les Allemands arrivent le 16 juin 1940, donc il accueille les Allemands en uniforme de préfet, il est le plus haut responsable local. Et là, il va immédiatement être confronté à la brutalité, à la violence de l'occupation. C'est le premier jour de l'occupation pour Chartres, puisque les Allemands vont lui demander de signer un document déclarant que des femmes et des enfants ont été massacrés par ce qu'on appelait à l'époque des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire des soldats africains de l'armée française. Or, les Allemands lui demandent ça pour dénoncer ces salauds Alors, à la fois pour dénoncer, parce qu'on est dans une vision raciste totalement du monde. On sait que les Allemands, par exemple, ne respectaient pas les lois de la guerre à l'égard des soldats africains. Plus de 3000 d'entre eux ont été exécutés. Pour les nazis, les Noirs, c'était la lie de l'humanité. Exactement. Voilà. Et puis, c'est aussi pour couvrir en fait leurs propres exactions, puisque lorsque Jean Moulin va voir les corps de ces femmes et de ces enfants, il comprend bien qu'en fait ils ont été les victimes d'un bombardement allemand. C'est pas des corps qui ont été fusillés, c'est des corps qui ont été, vous voyez, donc il rencontre l'occupation allemande tout de suite. Et il refuse de signer ce document. Et il refuse parce que pour lui, c'est signer ce document, c'est un acte de déshonneur. Donc il refuse, mais les Allemands le tabassent, le violentent, le torturent parce qu'ils veulent absolument sa signature. Et là, il se retrouve enfermé dans une pièce. Effectivement, dans la nuit du 16 au 17 juin. À la préfecture. À l'hôpital. Les Allemands l'emmènent à la conciergerie de l'hôpital. Voilà. Et puis, il sait que le lendemain, les Allemands vont recommencer. Ils vont à nouveau le tabasser pour avoir sa signature. Et là, il prend quelques bris de verre qui se trouvent par terre et il se tranche la gorge parce que il préfère tenter de se suicider plutôt qu'à avoir à signer cet acte déshonorant. Donc Fabrice Grenard, c'est un rebelle. Parce que quelqu'un qui aurait été... Je dirais que c'est son sens de l'honneur, surtout, que révèle ce geste. C'est très compliqué. Et du sacrifice. Quelqu'un qui aurait été soumis, je veux dire, non mais soumis au sens mental du terme, aurait dit, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Vous avez raison, mais en même temps, vous savez que le régime de Vichy va le féliciter pour cet acte-là. En réalité, c'est pas un rebelle, c'est juste un préfet qui est conforme à sa fonction. Sens du terme. Voilà. Et pour lui, le préfet doit rester digne, doit rester dans l'honneur face à cette puissance occupante étrangère, et il est à ce moment-là dans sa fonction. C'est pas, selon moi, encore un acte de résistance. D'ailleurs, Jean Moulin écrira un témoignage sur cette expérience. Il appelle ça premier combat. Mais pas de résistance. Donc il se taillade et il a... C'est pour ça qu'il a porté pratiquement toute sa vie cette fameuse écharpe pour cacher la cicatrice. Et là, le gouvernement de Vichy l'a félicité. Oui, pour cet acte-là. Et non seulement l'a félicité, mais va le maintenir en place, puisque Jean Moulin va rester préfet au début de la période du régime de Vichy. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que Vichy aurait pu dire, mais c'est un bon acte de collaboration signé, mon cher préfet. Donc pour Vichy, je parle. D'abord, on est à la mi-juin 40, donc il n'y a pas encore eu Montoire, tout n'est pas encore joué. L'armistice n'est même pas signé à ce moment-là. Donc vous voyez, on est encore dans un contexte tout à fait particulier. Donc il reste préfet. Il reste. Alors de quelle façon il a appliqué la législation de Vichy en Eure-et-Loire? Et oui, alors ça c'est une autre page totalement méconnue de la vie de Jean Moulin, parce que Jean Moulin donc reste préfet. Donc il se remet de ses blessures. On lui propose même, le directeur de l'hôpital de Chartres lui propose de le cacher, mais lui dit non, moi je retourne à mon poste, c'est là que je pense que je vais être le plus utile, mais il va rester préfet jusqu'au début novembre 1940. Et donc pendant plusieurs mois, il va servir le régime de Vichy, puisque le préfet c'est celui qui incarne localement l'État et qui va donc appliquer sa législation. Or, on voit bien que l'histoire est complexe et ambivalente, parce que celui qui deviendra l'une des figures majeures de la résistance, eh bien là, au début de l'automne 1940, c'est un préfet qui doit appliquer ce qu'on appelle la révolution nationale, c'est-à-dire la politique autoritaire réactionnaire du régime de Vichy. Et il reçoit sur son bureau de la préfecture de Chartres
un certain nombre de textes législatifs qui demandent, par exemple, de réprimer les sociétés secrètes, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, de réprimer les menées antinationales, c'est-à-dire... Il y avait déjà les lois anti-juives, pas encore. Et bien sûr, le statut des Juifs, alors justement, début octobre 1940. Quelle a été son attitude à l'égard de la législation antisémite ? Eh bien, il l'applique. C'est-à-dire, il l'applique puisque le statut des Juifs empêche les Juifs d'exercer un certain nombre de métiers. Et il l'applique et il demande à son administration de l'appliquer localement, tout en, effectivement, ne faisant pas non plus preuve d'un zèle démesuré. Et tout de suite, mais comme le permet la loi, en fait, tout de suite, il demande un certain nombre de dérogations pour quelques personnalités locales, des enseignants, des médecins, dont il considère que ce sont des gens utiles localement à la société et qu'on ne peut pas les exclure comme ça. Oui. Alors la rupture novembre 40. Alors Moulin, on ne peut pas dire qu'il ait été un pionnier de la résistance en fait. Et non, voilà, parce que la résistance en France, elle apparaît dès la fin de l'été, au cours de l'automne 1940. On a les premiers tracts clandestins, les premiers journaux clandestins. L'école normale supérieure, certains étudiants... La manifestation du 11 novembre. Voilà. Et à ce moment-là, Moulin, lui, il est à Vichy. Il est préfet de Vichy. Et quelque part, c'est en le révoquant, donc il est révoqué début novembre 1940, du fait en fait de ses relations avec Pierre Cotte, de sa proximité. C'est à cause de ça qu'il a été. Oui, de sa proximité avec le Parti radical. Peut-être aussi parce que localement, il ne s'est pas livré à une assez grande épuration des élites municipales, alors que Vichy voulait voir disparaître tous les maires élus lors des élections de 1936 pour les remplacer par ce qu'on appelait pour les remplacer par ce qu'on appelait des délégations spéciales avec des notables locaux favorables au régime. Donc il est révoqué. Voilà. Une révocation brutale. Il est révoqué. Du jour au lendemain, du coup, il perd toute fonction. Et en même temps, quelque part, c'est Vichy qui va le jeter dans les bras de la résistance, puisque c'est à partir du moment où il est révoqué qu'il se pose concrètement la question de quoi faire. Et il profite de ces derniers jours à Chartres, comme il est préfet, comme il a accès, vous savez, aux tampons administratifs, etc., pour se confectionner des faux papiers. Une nouvelle identité, des faux papiers au nom de Joseph Mercier. Joseph, c'était le nom de son frère aîné, qui est décédé dans sa jeunesse. Et puis, vous voyez, Joseph Mercier, JM, est très important, fameuses initiales. Très important. Il y a les mêmes initiales, parce qu'à l'époque, on marque son linge. Et du coup, si vous avez une fausse identité, et que les initiales sur votre veste ne sont pas les mêmes, tout de suite on voit que certainement vous... Comment l'histoire se fait, il écrira dans une circulaire adressée aux 426 maires d'Eure-et-Loire: après 23 années au service de la République, je pars sans amertume, conscient d'avoir rempli ma dernière tâche, sans défaillance. Et 10 mois après, il part à Londres voir De Gaulle. Alors pourquoi il a fait ce choix? On va tout vous raconter dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Fabrice Grenard, pourquoi Jean Moulin quitte la France le 9 septembre 1941 pour aller rencontrer De Gaulle à Londres? À l'époque, il faut le dire, rares sont ceux de son envergure à rejoindre l'Angleterre. C'est vrai, mais vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de temps, puisqu'il est révoqué par le régime de Vichy début novembre 1940. Et il se rend en Angleterre donc au début de l'automne 1941, donc il y a quasiment une année. Et cela montre bien que Moulin n'a pas fait tout de suite le choix de se rendre à Londres, parce qu'en réalité, plusieurs possibilités s'offraient à lui. La plus évidente peut-être, c'était tout simplement de rejoindre son ancien mentor, Pierre Cotte, qui lui était à New York, et qui tentait à New York de développer des réseaux antifascistes, anti-nazis, pour convaincre un petit peu l'opinion américaine d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Voilà. Et d'ailleurs, un des premiers gestes que va faire Jean Moulin, c'est d'essayer d'avoir un visa pour les États-Unis. Donc on voit bien que son intention première, première aurait été certainement de rejoindre Pierre Cotte. Il y avait une deuxième possibilité, c'était celle de rejoindre les premiers noyaux de résistance qui commencent à se développer, notamment en zone sud. Puisqu'une fois révoqué, Jean Moulin rejoint sa famille dans le sud de la France, donc en zone dite libre. Et là, il voit bien qu'il se passe des choses, qu'il y a ce qu'on appelle des mouvements qui commencent à apparaître. Et d'ailleurs, il va rencontrer, au cours du printemps 41, l'une des principales figures de cette résistance pionnière dans le sud, le capitaine Henri Freinet, le chef du futur mouvement Combat, et les deux hommes se rencontrent à Marseille. Et donc là, Jean Moulin prend conscience que des choses se passent en zone sud, que des organisations apparaissent, et finalement, c'est là que lui vient l'idée d'aller à Londres pour non pas rejoindre la France libre,
s'engager auprès de Gaulle, comme l'ont fait un certain nombre de gens depuis juin 1940, mais pour informer le général de Gaulle des débuts de la résistance en zone sud, et pour lui demander d'envoyer une aide à ces premières organisations. Il avait entendu l'appel du 18 juin, ou il avait entendu même après, je ne dis pas que le jour même. Il ne l'a pas entendu le jour même, parce que en fait... C'était le lendemain. C'était le lendemain du jour où il a tenté de se suicider, donc on est sûr qu'il ne l'a pas entendu le jour même. Mais au cours des mois qui suivent, évidemment. Ah oui. Mais comment il a fait pour rejoindre Londres? Parce qu'il était surveillé quand même à l'époque. Alors, il était surveillé, mais il a une couverture, c'est-à-dire qu'il y a deux Jean Moulin. Il y a le Jean Moulin qui officiellement est devenu agriculteur près de Saint-Andéol, dans la maison familiale c'était sa couverture. Ancien préfet, devenu reconverti, on va dire. Et puis il y a Joseph Mercier, avec ses faux papiers, qui lui cherche à avoir un visa pour les États-Unis et cherche à quitter le territoire, mais ce sera difficile puisqu'il va quitter effectivement Marseille le 9 septembre, il devra passer par l'Espagne, puis le Portugal, il va se retrouver bloqué à Lisbonne parce qu'il rencontre là des agents du SOI, les services secrets britanniques, mais il faut attendre un peu pour qu'il puisse être pris en charge. Et c'est du Portugal qu'il est parti. Du Portugal, il va rejoindre ensuite Londres. Eh oui, et sa première entrevue avec De Gaulle alors a lieu le 25 octobre 1941. Comment elle s'est déroulée? Vous racontez que pour se convaincre mutuellement, ils se sont livrés en quelque sorte chacun une part de bluff. Oui, on n'a aucun procès verbal, aucun témoignage direct de cette première entrevue. On ne sait pas. Oui, ils étaient tous les deux, il n'y avait pas de témoin. Non, pas de témoin, il n'y a pas eu. Voilà. Par contre, Jean Moulin, on a parlé ensuite un petit peu à sa sœur Laure, donc on a des choses qui sont ressorties. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que lors de cette première entrevue, les choses n'étaient pas du tout jouées d'avance, parce qu'on a quand même deux hommes très différents. Jean Moulin, le haut fonctionnaire, plutôt proche de la gauche, qui a participé au Front populaire, et puis De Gaulle, le militaire, l'officier supérieur, le rebelle maurassien, voilà. Donc, et on se souvient que De Gaulle avait refusé quand même de rencontrer Pierre Cotte en juin 40, l'ancien mentor de Jean Moulin. Il aurait pu faire pareil avec Jean Moulin. Mais là, les deux hommes comprennent tout de suite qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Jean Moulin comprend que De Gaulle, c'est celui qui est le plus à même d'incarner la France qui continue la lutte aux côtés des Alliés. Donc de maintenir le pays, de maintenir la France dans la guerre. Et puis De Gaulle comprend que effectivement, il n'y a pas beaucoup de cadres, de hauts fonctionnaires qui l'ont rejoint à Londres. Il comprend que là, il a quelqu'un qui peut lui être très utile, surtout s'il peut faire cette passerelle, ce trait d'union entre les deux résistances. Et c'est pour ça qu'il décide d'en faire son délégué personnel en zone sud, avec une mission particulière, qui est celle d'unir les résistants, les mouvements de résistance de zone sud. D'abord, dans un premier temps, de zone sud. Oui, ce sera sa première mission en 42. Exactement. Voilà. Jean Moulin revient en France, donc il est parachuté dans le sud de la France le 2 janvier 1942. Il a un ordre de mission très précis du général de Gaulle, c'est à la fois d'unir en zone sud l'ensemble des formations paramilitaires et d'unir aussi les grands mouvements qui ont commencé à se développer. Il y en a trois. Il y a le mouvement Combat d'Henri Freinet, dont on a déjà parlé, le mouvement Libération d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, et le mouvement Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy. Et oui. Quelles sont les principales difficultés qu'il a rencontrées sur le terrain? D'abord, il agit dans la clandestinité, évidemment. Donc, il ne peut pas travailler à ciel ouvert. Et il n'a aucun moyen au départ. Le général de Gaulle lui a simplement donné quelques fonds financiers, mais il est tout seul pour s'acquitter de cette mission. Et là, il y a quelqu'un qui va lui apporter une aide considérable, c'est Daniel Cordier, un jeune ancien militant de l'Action française, mais qui, déçu par Maurras en juin 40, a rejoint de Gaulle à Londres, s'est engagé dans les services secrets de la France libre, le BCRA, et Cordier est parachuté en France en août 42, dans un premier temps pour devenir l'agent de liaison de Georges Bidault, un des cadres de combat. Et puis il rencontre Jean Moulin, et là Jean Moulin va demander à Cordier de devenir son secrétaire personnel. Et c'est une rencontre déterminante parce que Cordier va permettre de doter Jean Moulin de moyens, en fait. Ce qu'on va appeler la délégation générale. Une forme de secrétariat, parce que jusque-là, Jean Moulin devait faire tout seul. C'est un bon gestionnaire aussi, Cordier. Oui, tout voilà. Mais Jean Moulin devait faire tout seul, organiser lui-même ses rendez-vous, écrire ses correspondances, envoyer les télégrammes à Londres. Et tout ça était en plus très risqué,
chaque action était télégramme compromettante. codé et tout ça. Ben oui, il risquait. Et oui, parce que les autorités de Vichy, vous le racontez, gardaient constamment un œil sur lui. Mais toutes ces activités sont restées inaperçues. Il y a même un événement extraordinaire, c'est ce qui se passe à Vichy en mai 1942. Pierre Laval est de retour au pouvoir, il avait été renvoyé par Pétain le 13 décembre 40, et Pierre Laval est de retour au pouvoir en avril 1942. Et Pierre Laval, qui est avant tout un pragmatique, même si il va prôner la politique de la collaboration, il veut s'entourer d'anciens hauts fonctionnaires très efficaces. Il fera appel, par exemple, à René Bousquet pour en faire son secrétaire général à la police. Or, René Bousquet, avant la guerre, c'est plutôt quelqu'un qui est proche du parti radical. Bien sûr, bien sûr. Donc, Pierre Laval, lui... Il pense à Jean Moulin, alors. Eh oui, Pierre Laval, peu importe l'engagement d'avant-guerre, si la personne est efficace et a une bonne expérience de haut fonctionnaire, ça l'intéresse. Et Pierre Laval va essayer de recruter, en mai 1942, Jean Moulin, qui va être convoqué à Vichy. On va lui proposer de réintégrer le corps préfectoral. Et là, on a cette scène incroyable de Moulin, donc, qui se rend à Vichy pour pas évidemment se dévoiler. Et à ce moment-là, Jean Moulin est le délégué du général de Gaulle, l'une des figures majeures de la résistance. Et pourtant, il se rend à Vichy. Et le cabinet de Pierre Laval lui propose un poste de préfet, qu'il refuse bien sûr, puisqu'il est trop engagé désormais dans la résistance. Il n'est pas reçu par Laval. Non, par son chef de cabinet. Ouais. Et oui. Et à l'époque, il agissait sous le nom de Charles Martel, c'est ça. Oui, alors sa couverture, c'était quoi, Marchand d'art, c'est sur Nice. Tout à fait. Ouais. Alors, Jean Moulin était aussi un artiste, on le sait. Outre haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a publié aussi beaucoup de dessins, voilà, et sous le pseudonyme de Romanin. Et effectivement, comme couverture, il se fait passer pour marchand d'art. Ce que deviendra Daniel Cordier plus tard, avec quel succès. Tout à fait. Et ça lui permet de justifier en cas de contrôle ses déplacements un peu dans toute la France. Et oui. Alors en 1943, il effectue sa deuxième mission pour De Gaulle. En quoi consiste-t-elle celle-ci alors ? Alors Jean Moulin donc va réussir. Pardon, j'ai juste une question. Allez-y. Comment il a été reçu ? Vous en parlez dans votre... Comment il était ? Parce que Jean Moulin, personne ne connaissait préfet Jean Moulin. Comment les gens de la résistance sur les trois réseaux, comment ils l'ont reçu ? Comment ils considéraient ? Parce que il dit quittez toi Jean Moulin. Il y a eu des tensions fortes avec les chefs de mouvement. C'est clair. Il y a deux choses. D'abord, il l'accueille quand même plutôt bien parce que c'est celui qui leur permet d'avoir de l'argent. C'est ça. Ouais. C'est la liaison avec Londres. Voilà. Et là. Même Freinet, qui idéologiquement n'est pas sur la même position que Jean Moulin, Freinet est quand même content d'avoir cette liaison avec Londres. Mais très vite, effectivement, des tensions se développent parce que les chefs de mouvement voient bien que Jean Moulin, il risque peut-être de confisquer un peu la résistance intérieure au profit de Gaulle et de la France libre. Et il y a des tensions qui se développent. Et puis en plus, on le sait aussi, quand vous avez différents mouvements avec plusieurs chefs, que vous voulez fusionner ces mouvements, à la fin, il n'y a plus qu'un seul chef. C'est le tout à l'égo. Et voilà. Et oui, il a rencontré beaucoup d'obstacles pour la création du Conseil de résistance, c'est ça. Alors voilà, on arrive donc à sa deuxième mission. Ouais. Jean Moulin a réussi la première, puisque en janvier 1943, les trois mouvements de zone sud fusionnent au sein des MUR, Mouvement Uni de la Résistance. Donc c'est l'unité de la résistance en zone sud. Il retourne à Londres pour rendre compte de sa mission et pour prendre de nouvelles instructions. Et là, on a une nouvelle page complètement oubliée. C'est le dernier dîner de Jean Moulin et du général de Gaulle. On est à Londres le 17 mars 1943. Voilà. Jean Moulin va repartir 3 jours plus tard en France. Et face à lui, Jean Moulin a un homme totalement dépité, fragilisé. Ça surprend quand on parle du général de Gaulle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui renvoie toujours l'image. Et alors, effectivement, on peut dire qu'il y a remonté le moral, quelque sorte, c'est ça. Alors pourquoi de Gaulle est dans cet état-là ? Puisque depuis novembre 1942, depuis le débarquement en Afrique du Nord, les Alliés lui préfèrent le général Giraud. Ils sont en train de le mettre complètement sur la touche. Et de Gaulle se dit que tout le travail accompli... Les Américains disaient, notre homme c'est Giraud. Exactement. Tout le travail accompli depuis le 18 juin s'effondre comme un château de cartes. Et là, de Gaulle est sur le point de jeter l'éponge, en fait. Il voit bien qu'il n'a plus les moyens de s'imposer face aux Alliés. Et Jean Moulin lui dit non, parce que vous, général de Gaulle, vous avez une carte dans votre jeu que n'a pas le général Giraud. C'est le soutien de la résistance intérieure. Pourquoi ? Parce que le général Giraud, en Afrique du Nord, maintient la législation de Vichy. Et ça, les résistants ne le supportent pas. Alors que de Gaulle, lui, a promis, dès 1942, de rétablir la démocratie à la fin de la guerre. Et c'est pour ça que, effectivement, de Gaulle et Jean Moulin vont décider de mettre en place un conseil de la résistance qui permette d'unir la résistance dans les deux zones. Et pour lui donner le plus de légitimité possible, ils vont faire en sorte que soient représentés dans ce conseil les représentants des différents mouvements de résistance, mais aussi ceux des partis politiques et des syndicats
qui, sans être forcément dans la résistance dès 40-41, ont quand même rejoint le mouvement depuis 42. Demain, ça fera 80 ans jour pour jour qu'on célèbre cette réunion du Conseil national de la résistance. 80 ans jour pour jour. Le 8 mai 43. Seule l'extrême droite... 27 mai 43. Pardon, pardon. Seule l'extrême droite n'a pas figuré, c'est ça? Exactement. Ouais. On a tous les mouvements de résistance, on a tous les partis politiques de l'extrême gauche, c'est-à-dire des communistes jusqu'au parti de la droite républicaine, l'Alliance démocratique, la Fédération républicaine. Il n'y a que l'extrême droite, trop compromise par Vichy, bien sûr, qui ne siège pas au sein du Conseil national de la résistance. Oui. Alors si Jean Moulin n'avait pas réussi donc à unifier la résistance derrière De Gaulle, le sort de la France, quel aurait été? On peut faire un peu d'Uchronie, mais il se serait certainement passé ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays occupés. En fait, il y aurait eu un conflit de légitimité entre deux pouvoirs à la libération. Le pouvoir des résistants de l'extérieur, avec le général de Gaulle, le pouvoir des résistants de l'intérieur. Et ces deux résistants se seraient dotés de leurs propres institutions. Et donc, il y aurait eu un conflit à la libération. Une guerre civile, ou presque. Oui, voilà. C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie ou en Grèce. Là, on a des guerres civiles. Mais même en Belgique, lorsque le gouvernement Pirlo, qui était à Londres depuis 40, revient en Belgique, Pirlo l'a dit dans ses mémoires, il n'était pas du tout populaire. Il s'est heurté aux résistants de l'intérieur. Alors que quand De Gaulle revient en France, lui, on a cette descente phénoménale des Champs-Élysées le 26 août 44, la marée humaine, les gens l'acclament, il fait consensus. Parce qu'il y a eu cette unité de la résistance et parce que... Et on la doit à Jean Moulin. Et on la doit à Jean Moulin. Exactement. Et à ce Conseil national de la résistance. Et oui, Jean Moulin qui a vraiment remis en selle De Gaulle. Alors comment les Allemands sont parvenus à l'arrêter? Qui l'a trahi? Comment s'est déroulé son face-à-face avec Claude Barbie? Comment lui, il a réussi à humilier son bourreau? Ça, c'est un épisode incroyable que vous racontez dans votre livre. On vous le raconte dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Fabrice Grenard, pourquoi l'arrestation de Jean Moulin était-elle un enjeu pour les Allemands? Racontez-nous. Eh bien, tout simplement parce que après le débarquement allié en Afrique du Nord, tout le monde s'attend à ce que désormais les Alliés débarquent sur les plages françaises. Voilà. Et à l'époque, on est même persuadé que ce débarquement en France, qui aura lieu le 6 juin 44, mais interviendra dès l'année 1943. Et à ce moment-là, les Allemands, évidemment, veulent décapiter la résistance parce qu'ils ne veulent pas avoir lutté sur deux fronts, en fait, contre les Alliés sur les plages et contre un grand mouvement à l'intérieur qui passerait à l'action. Et ils ont connaissance de la présence en France d'un délégué du général de Gaulle. Ils ne savent pas son identité, ils ne savent pas qui il est. Ils savent qu'il y a quelqu'un. Mais ils savent qu'il y a quelqu'un parce qu'ils ont bien sûr procédé à différentes perquisitions, à des arrestations. Ils sont tombés sur des documents qui révélaient la présence de Max, donc le nom de couverture de Jean Moulin. Et donc là, ils essaient. Jean Moulin est devenu la cible prioritaire des Allemands. Et oui, on est au printemps 43 et à l'époque, c'est l'homme le plus recherché de France. Alors les Allemands, comment ils ont réussi donc à l'arrêter? C'était à Caluire le 21 juin 43. Qui a trahi Jean Moulin? Alors c'est un enchaînement de faits en fait qui commence avec une première trahison, un dénommé Jean Multon, résistant du mouvement Combat à Marseille, qui est arrêté par les Allemands et retourné. Il devient un agent allemand. Et il va provoquer des ravages dans la résistance, une centaine d'arrestations à Marseille, très efficace pour les Allemands. Et là, les Allemands vont le muter à Lyon, qui est quand même la plaque tournante de la résistance en zone sud. Et grâce à Multon, les Allemands à Lyon vont avoir connaissance de ce qu'on appelle une boîte aux lettres. C'est là où on dépose et on prend le courrier dans la résistance. Bien sûr. Et ils ont connaissance d'un message qui évoque une rencontre à Paris le 9 juin 43 entre le général de Lestrin et René Hardy, qui est le responsable des sabotages de chemin de fer au sein du mouvement Combat. Et donc, c'est ça qui va entraîner, finalement, l'arrestation de Jean Moulin. Pourquoi? Parce que les Allemands vont arrêter à la fois de Lestrin et René Hardy. De Lestrin, il va falloir réorganiser l'armée secrète. C'était le chef de l'armée secrète. Donc, Jean Moulin décide d'organiser à Caluire une réunion avec plusieurs hauts responsables de la résistance pour réorganiser l'armée secrète après l'arrestation de Lestrin. Et Hardy, lui, qui a été arrêté, se retrouve dans les mains de Barbie à Lyon. Il est arrêté le 9 juin. Mais Barbie le libère quelques jours plus tard. C'est ça où il y a quelque chose. Là, il y a quelque... Est-ce qu'il le libère parce qu'en fait, il a réussi à le retourner et Hardy est devenu un agent allemand? Ou est-ce que simplement Barbie se dit en fait lui m'intéresse pas tant que ça, je voudrais des poissons un peu plus gros et je vais le libérer pour le faire filer. On n'a pas de réponse à ça. Enfin, tout
tout conduit quand même à dire que... On n'a pas de réponse parce que la justice a innocenté 2 fois René Hardy, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien René Hardy qui va conduire... Il l'a pas libéré comme ça pour rien. Enfin, voilà. Et c'est René Hardy qui va conduire les Allemands à cette réunion de Caluire. Pourquoi ? Parce qu'au départ, René Hardy n'était pas invité à cette réunion de Caluire, le 21 juin 1943. Mais les membres du mouvement Combat veulent reprendre la main, en fait, sur l'armée secrète, après l'arrestation du général de Lestrin. Et la direction de Combat, Freinet à ce moment-là est parti, il est plus sur place. Mais l'état-major de Combat va demander à René Hardy d'accompagner un autre membre, Henri Aubry, pour peser lors de cette réunion. Voilà. Mais là, il y a une anomalie, puisqu'il n'était pas dans la liste des invités initiaux, René Hardy. Or, normalement, dans la résistance, quelqu'un qui n'est pas invité à une réunion clandestine n'a rien à y faire. Et en plus... Mais ça, les résistants ne le savaient pas forcément, puisque lui-même ne l'a pas expliqué. Il avait été arrêté quelques jours plus tôt par les Allemands. Et c'est pour cette raison que, lorsque Jean Moulin arrive dans la maison du docteur Dugoujon, donc le 21 juin 1943 après-midi, à Caluire, quelques minutes plus tard, Barbie débarque avec ses agents et procède à une rafle massive qui lui permet d'arrêter l'ensemble des personnes présentes. Et oui. Et dans votre livre, eh bien, vous racontez le face-à-face Barbie-Moulin. C'était en juin 1943, dans les locaux de la Gestapo lyonnaise. Ce face-à-face est insoutenable. Il est terrible parce que Barbie sait qu'il a là un des plus hauts responsables de la résistance. Il veut absolument le faire parler parce que si Moulin, c'est tout de la résistance. Ben oui, donc s'il le fait parler, évidemment, les Allemands pourront ensuite démanteler toute la résistance. Mais Moulin ne parle pas. Et il y a même effectivement cette scène extraordinaire. Affreusement torturé. Ah oui, c'est horrible. Il est tellement torturé d'ailleurs qu'il est à moitié inconscient tout le temps. Tous ceux qui l'ont vu à Montluc, à ce moment-là, ont témoigné qu'il était quasiment dans un coma second tout le temps. Mais on a cette scène incroyable, effectivement. À un moment donné, il semble à bout de force, Jean Moulin, et il demande à Barbie un petit crayon et un petit carnet. Et là, Barbie se dit, enfin, il va parler. Comme il n'a pas la force de parler, il va me mettre les renseignements par écrit. Et puis les minutes passent, et finalement Jean Moulin tend le carnet à Barbie, et en fait il n'a rien noté du tout, aucun renseignement, il a simplement caricaturé son bourreau. Voilà. Et c'est une scène formidable parce que... Il l'a complètement humilié en quelque sorte. Puisque la victime humilie son bourreau dans une scène de torture, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que le silence de Moulin a jeté un coup fatal, en fait, à la carrière de Barbie. Oui, Barbie espérait être promu, en fait, s'il avait réussi à faire parler Jean Moulin. Mais non seulement il ne fait pas parler, mais en plus, il va le rendre à ses supérieurs dans un état totalement où il n'y a plus rien à tirer de lui. Et du coup, Barbie sera à ce moment-là rétrogradé, effectivement. Et oui. Alors, quelles ont été les conditions de la mort de Jean Moulin ? Parce qu'il a été transféré à Paris avant qu'il le transfère à Berlin. Racontez-nous. Oui, donc Jean Moulin est d'abord interrogé par Barbie à Lyon une semaine à peu près. Et puis là, les supérieurs de Barbie vont ensuite lui demander, ils comprennent que c'est une prise très importante, lui demander de le transférer à Paris, dans la villa du colonel Bommelbourg, qui dirige la Gestapo parisienne. Mais là, Jean Moulin est dans un état tel qu'il est totalement défiguré, il ne peut plus parler, il est quasiment inconscient. Et là, les Allemands veulent le faire hospitaliser pour essayer de le soigner, justement, parce qu'ils veulent continuer à le refaire parler. Oui, bien sûr. Mais ils ne veulent pas l'interner dans un hôpital parisien parce qu'ils ont peur que la résistance organise un coup pour le libérer. Donc ils décident de le transférer à Berlin, plus vu l'importance du personnage. Et c'est lors de ce transfert à Berlin qu'il décède le 8 juillet 1943 et que le décès est constaté en gare de Metz. Eh oui. Aujourd'hui, il y a un mystère autour de la dépouille. Il y a un mystère parce qu'en réalité, le décès est constaté le 8 juillet 1943. Et puis le lendemain, il y a un corps non identifié qui arrive au Père-Lachaise. Et là, les Allemands demandent immédiatement d'incinérer ce corps. Voilà. D'incinérer le corps. Et donc, les cendres sont mises dans une urne et on considère que ce sont les cendres présumées de Jean Moulin, mais il n'y a aucun acte administratif qui le prouve. Et ce sont ces cendres qui sont aujourd'hui au Panthéon. Eh oui. Fabrice Grenard, très rapidement, parce qu'on arrive en fin d'émission. Alors, vous êtes président scientifique de la Fondation de la Résistance. En quelques mots, quels sont les objectifs de cette fondation aujourd'hui ? Oui, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance. C'est une fondation qui a été créée en 1993 par les derniers résistants qui étaient encore en vie, les époux Aubrac, par exemple, Stéphane Hessel, Jean-Louis Crémieux-Briac. Cette fondation, elle a 3 missions, tout simplement.
continuer à faire de l'histoire autour de la résistance pour mieux lutter contre toute forme de révisionnisme, entretenir aussi la mémoire de la résistance, participer à des commémorations, comme demain donc avec la journée du 27 mai à Paris, il y aura différentes manifestations organisées, notamment on le dit à tous les auditeurs, au 48 rue du Four, là où a lieu la première réunion, et puis une action pédagogique. On travaille beaucoup notamment en lien autour du concours national de la résistance et de la déportation. Nous avons même une enseignante détachée qui est spécifiquement qui travaille spécifiquement sur ces questions, et ça nous permet d'être très présents dans les établissements scolaires. Merci Fabrice Grenard, c'est vraiment un livre à lire, on vous le recommande vraiment. Jean Moulin, le héros oublié, justement, ne jamais oublier les résistants, surtout de ce calibre. Eh oui, tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.